C'est un accident qui a marqué les esprits ce week-end. Le pilote français Jules Bianchi a percuté violemment une dépanneuse sur le circuit du Grand Prix du Japon. Jusqu'à maintenant, aucune image n'avait été diffusée par la Fédération internationale de l'automobile. Mais depuis hier, une vidéo tournée par un spectateur a été mise en ligne. Une vidéo où l'on se rend compte de la violence du choc. Pourtant, certains médias ont volontairement fait le choix de ne pas diffuser cette vidéo par respect pour la victime et pour la famille. On a décidé de nous interroger justement ce matin sur ces images choc. Il y a cette image, mais il y a celle aussi, par exemple, de la décapitation des otages, images que les chaînes de télé globalement ont refusé de diffuser, y compris des images où on ne voyait pas la décapitation. En général, tout a été flouté. Avec nous pour en parler, François Jost, sociologue des médias. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du livre Le Média et nous. Également avec nous, Michael Stora, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, psychologue. Michael Stora, c'est vrai qu'on vit dans un monde un peu compliqué, un monde où il y a l'image qui existe. On nous explique dans le même temps que cette image existe, mais on ne veut pas nous la montrer, ce qui crée une forme de frustration, non ? Oui, c'est vrai que finalement, à chaque fois qu'on interdit quelque chose, on en fait une forme de frustration qui pousse évidemment à la transgression. Et c'est vrai que, d'après ce qu'on entend, c'est que finalement, Internet reste le lieu transgressif où tout est visuable, tout est faisable et tout peut être dit. Et à partir de quel moment, en fait, il faut dire aux médias de ne pas diffuser une image ? C'est là où se trouve la vraie question. Oui, en même temps, écoutez, c'est complexe parce que entre la question de la liberté d'expression et puis, soyons honnêtes, au fond, avant même de voir ces images-là, le JT en soi, à 20h, a pu aussi montrer des images d'une très grande violence, pas simplement parce que on les voit en tant qu'images violentes, mais parce que dans le traitement aussi lui-même de l'information, c'est-à-dire il n'est pas contextualisé, on ne comprend pas ce qui s'est passé avant ou après, il y a aussi une forme de violence. Voire même, puisque j'ai travaillé sur l'impact des images violentes sur les enfants, on s'est rendu compte que même le présentateur lui-même, lorsqu'il esquisse un sourire avant d'introduire une image violente, apparaît aussi comme une image très violente pour les enfants. Donc la violence des images est parfois compliquée, elle n'est pas toujours là où on l'attend. François Jost, sociologue des médias, pour être dans le concret, cette image de Jules Bianchi, par exemple, cette image qui a été censurée par la Fédération d'automobile, que certains médias ont refusé de montrer, où on voit clairement l'accident, on voit la voiture qui explose littéralement sous le choc. Est-ce qu'il fallait la montrer ? Alors, moi je crois qu'il y a un critère supplémentaire, si vous voulez. Le critère important, c'est l'opposition entre la dignité humaine et l'information. La limite, c'est la dignité humaine. C'est ça, il y a là des nombreux procès qui ont été faits à propos des images, et les conclusions sont toujours en fonction de est-ce que vraiment ça atteint à la dignité de quelqu'un ou non. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a une question justement de distance par rapport à ça. Je pense à un procès qu'il y a eu lors d'une télébène qui est tombée dans un ravin. Paris Match a publié des photos en agrandissant la photo d'un homme qui avait été un peu déchiqueté, etc. Paris Match a été condamné parce qu'on a considéré que le grossissement montrait qu'on voulait jouer sur les pulsions voyeuristes, etc. Donc en l'occurrence, si vous voulez, je trouve que ces images assez lointaines ne dégradent pas complètement, c'est juste la pensée qu'on en a, mais la personne qui a l'accident. Si on agrandissait, si on montrait la personne décapitée ou je sais pas quoi, là je trouve que ça serait insupportable. Donc il y a aussi une façon de montrer. On comprend bien la nuance. Michael Stora, psychologue, pourquoi est-ce que nous, téléspectateurs, on a cette curiosité malsaine de voir l'horreur ? Alors écoutez, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'au fond, le voyeurisme en soi est ce qu'on appelle une pulsion d'emprise. C'est-à-dire qu'il y a toujours un fond de sadisme dans le voyeurisme qui est finalement de réduire l'autre à un cliché, etc. Et je pense que par exemple la télé-réalité en a été un bon exemple, avec des personnages qui sont des grands caractères. Après, il arrive que parfois, lorsque soi-même on passe par des phases où on ne va pas très bien, ces images-là vont comme par un effet de distance nous permettre presque de nous soigner. Et certains vont même jusqu'à aller sur Internet voir des sites de décapitation ou autres, comme une manière finalement d'exorciser presque un effet cathartique qui leur permettrait de mettre à distance et peut-être de se dire, j'exagère un peu, au fond il y a pire que ce que je vis. Et c'est vrai que voilà, maintenant dans des temps de crise, on voit bien que les gens ont besoin de ces images, comme on peut aussi avoir besoin d'images beaucoup plus créatives, aussi par exemple d'humour ou autre. Mais c'est vrai qu'il y a au fond l'image est elle-même devenue un vecteur véritablement de pensée
penser en images, se montrer en images, et c'est ce que Internet nous révèle. Et c'est vrai que la France a toujours été un pays très voyeur. On est en train de découvrir qu'on est aussi assez exhibitionniste. Donc on forme un couple, d'une certaine manière. Et ces images-là, entre autres de décapitation, finalement nous montrent bien à certains moments que on va vers un voyeurisme totalement morbide, où finalement on essaye de comprendre chez chacun qu'est-ce que ça peut signifier. François Jost. Oui, je pense que moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en fait dans la photo il y a toujours, et dans tout film, il y a deux partenaires si vous voulez. Il y a celui qui est le spectateur, enfin il y en a trois, il y a celui qui prend l'image et puis il y a celui qui est dans l'image. Et le problème aujourd'hui des médias, c'est qu'on prend toujours le point de vue du spectateur. On l'a vu pour cette course automobile où les pilotes eux-mêmes voulaient arrêter la course, mais il y avait des droits qui empêchaient qu'on arrête la course. Télé, il y avait des spectateurs qui étaient venus en vrai, etc. Et ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que il faut pas qu'il y ait une dictature du spectateur, parce qu'on parle des médias, mais on peut parler aussi du spectateur. Les médias travaillent pour des spectateurs, et il y a une dictature du voyeurisme et du spectateur. Il faut pas oublier que dans l'image, même si c'est deux dimensions et si ça a l'air tout à fait, je veux dire, comme ça aseptisé, il y a des gens. Il y a des gens autour, il y a des gens qui souffrent, et il faut essayer, et je crois que c'est ça l'attitude éthique, de prendre le point de vue de ceux qui peuvent pas se défendre, ceux qui sont dans l'image. Et on voit juste une chose, c'est que par exemple, quand on montre une image montrant des anonymes, en France on les floute. Quand c'est des anonymes étrangers, on s'en fout, on les floute pas. Oui, parce qu'on se dit qu'on peut pas les reconnaître, a priori. Voilà, on peut pas les reconnaître, et puis donc ce sont juste des objets d'information, etc. Mais ce sont aussi des gens. Mais cette fascination pour l'horreur, je pense à une autre vidéo, une autre image qui a beaucoup tourné sur Internet, c'était Luca Rocco-Magnotta, vous savez, cet homme qui avait découpé en morceaux un Asiatique, qui avait fait des choses horribles avec. Ça aussi, il y a des gens qui sont allés le voir autour de nous. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont allés voir cette image vidéo. Pourquoi ? Mais là, je crois que Michael Stora a tout à fait raison. Il y a une pulsion sadique. Mais est-ce que c'est pas de se dire, est-ce que c'est possible d'aller jusque-là ? Est-ce qu'il faut pas mettre quand même une image sur des choses qu'on nous raconte et qui nous paraissent impossibles ? Oui, mais alors là, c'est vrai qu'on passe à une autre frontière qui est la frontière entre l'information et l'émotion. En fait, ça n'informe pas ces images. C'est-à-dire que ça nous dit que c'est possible, voilà, quand même, que ça existe. Ça nous dit que ça existe. Qu'on ne nous raconte pas n'importe quoi. Ça nous dit que ça existait. C'est ça, l'image, c'est pas seulement montrer quelque chose, c'est aussi témoigner que ça existait devant la caméra. Michael Stora, psychologue, on a besoin comme ça de mettre des images sur des mots ? Oui, je trouve ça intéressant, cette idée de l'information-émotion et de l'information. C'est vrai que au fond, on pourrait se dire que parfois, on peut se demander si voir ces images ne serait pas comme une manière de prendre conscience de la mort réelle, parce que souvent elle est fictionnelle, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, et que moi j'ai pu le remarquer avec certains adolescents qui regardent parfois ces images-là, qui vivent eux-mêmes un sentiment de mort, parce que l'adolescence est une période où on est en transition, et ils vont regarder ces images comme une manière de voir ce que c'est réellement. Comme si, c'est cet effet qu'on peut retrouver un peu cathartique, comme je le disais. Maintenant, évidemment, il y en a qui vont se nourrir de cela, et on sait qu'en eux, il y a des processus morbides très puissants, et c'est là où la responsabilité citoyenne des médias, d'Internet et de tout ce qu'on peut y imaginer va permettre aussi justement d'éviter d'être dans une sorte de voyeurisme, là pour le coup totalement morbide. Mais c'est ce qui fait aussi la supériorité des médias sur Internet, parce que précisément les médias, en acceptant ou en refusant de montrer ce genre d'image, construisent leur personnalité et montrent qu'elles sont capables de sélectionner l'information. Il y a une ligne directrice dans les médias. Internet, c'est tout et n'importe quoi. C'est ça. Merci beaucoup François Jost, sociologue des médias, auteur du livre Les médias et nous. Et puis merci Michael Stora, psychologue expert dans les mondes numériques.